prendre le rendez-vous de votre émission Entretien d'Afrique. Nous recevons pour vous aujourd'hui l'honorable Richard Alossoron. Mais avant, suivons d'abord ces éléments. L'avènement au pouvoir en avril 2016 du président Patrice Talon aura été l'occasion de révéler non seulement le Bénin, mais aussi des compétences au sein de la jeunesse. Richard Alossoron n'a donc pas échappé à cette vague de révélations. Sa nomination en qualité de directeur adjoint du CNCB le 28 mai 2016 prouve à volonté, vu son leadership, que la récompense vient au bout de l'effort. Très tôt efficace et pragmatique, il a su gérer avec brio la direction générale par intérim de la même structure dès le 17 juillet 2017, et ce pendant 4 mois. 2 fois suppléant du député Pascal Essou en 2011 puis en 2015, élu conseiller communal en 2015, il est élu député en 2019 par les populations du Koufo pour siéger dans la 8e législature sous les couleurs de l'Union progressiste. Il est titulaire d'un master en finance, comptabilité et audit, actif sur plusieurs questions d'intérêt national. C'est avec elles qu'il a choisi de rassurer cette jeunesse qui fonde sa détermination en lui. Qu'en disent donc les jeunes? Aviez-vous prévu des dispositifs parlementaires pour favoriser les jeunes non scolarisés ou déscolarisés dans le monde de l'entrepreneuriat? À l'ère du nouveau quinquennat de Patrice Talon, son Excellence, dites-nous que prévoit le Parlement pour la mise en œuvre effective de l'équation formation-emploi des jeunes. Monsieur le député, que pensez-vous d'une initiative parlementaire pour l'emploi et l'autonomisation des jeunes? Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Dites-nous, quels sont vos objectifs pour favoriser l'emploi des jeunes et leur entrepreneuriat? Honorable député, la jeunesse court des risques en cherchant le gain facile à cause du chômage. Pensez-vous qu'on a besoin de recourir au parrainage avant de retomber au chômage? Honorable député, parlez-nous un peu de votre expérience entrepreneuriale et la leçon que les jeunes doivent normalement tirer de votre vécu. Retour sur le plateau, je suis en compagnie de notre confrère Boubacar Takou, journaliste au quotidien Villeneuve Libéré. Merci d'être encore avec nous. Merci ses confrères, merci à l'honorable de nous recevoir chez lui, qu'il a dit chez nous pour cette émission. Et bien, honorable, les remerciements sont renouvelés à mon niveau également. Merci de nous recevoir dans votre auguste maison. D'accord. Alors, emploi des jeunes, entrepreneuriat, chômage, c'est un problème récurrent au niveau de la jeunesse. Mais avant, vous pouvez connaître beaucoup plus sur votre expérience en matière d'entrepreneuriat pour en tirer des leçons. Ok, merci beaucoup, cher ami journaliste Feriol. Merci, mon cher ami Aboubacar Takou. Pour répondre à votre question, je dirais que Richard Alossoron est un pur produit de l'entrepreneuriat. Je dois toute ma vie à l'entrepreneuriat. Ceci est arrivé par une série d'événements qui m'ont conduit donc à dépasser les limites, à me chercher et à finalement tirer mon épingle du jeu. Je ne dis pas par là que je suis un exemple de réussite, mais je rends grâce à Dieu. Et mais des faits marquants quand même qui ont connu jalonner ce parcours. Eh oui, tout à fait. Des faits marquants. Tout a commencé depuis 1999, où j'ai perdu mon papa, juste après 5 jours avant mon baccalauréat. Ouais, en 1999, il n'y avait personne qui puisse t'accompagner et t'aider à t'inscrire quelque part. Voilà. Et j'ai commencé difficilement les études universitaires. C'était au campus en sciences économiques. Et j'avoue que ça n'a pas été facile pour moi. Et parce qu'à un moment donné aussi, je me suis créé moi-même des ennuis que j'apprécie bien aujourd'hui. Parce que
celle qui est sous mon toit aujourd'hui, par la force des choses, était tombée grosse. Et il fallait que je joigne les deux bouts. Et tout ça m'a obligé à consacrer une partie de mon temps pour les études et très tôt, une partie de mon temps à aller chercher de quoi survivre. Et c'est pourquoi je dis que c'est une série d'événements qui m'ont conduit, consciemment ou inconsciemment, à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que quand j'essaie de voir ce parcours, je dis parfois à quelque chose, malheur est bon. Quel a été le rôle joué par le FNPEJ dans votre processus d'intégration dans l'entreprise? Oui, le FNPEJ, je dirais que ça a été le déclic majeur de mon entrée effective dans l'entrepreneuriat, dans le monde de l'entrepreneuriat. C'était un jour d'avril 2008, réveillé le matin, ne sachant même où aller parce que sans emploi et perdu, et là, j'ai suivi à la télé une dame qui passait, qui parlait du FNPEJ. C'est une longue histoire, je vais peut-être faire un résumé rapidement. Donc finalement, j'ai écrit un projet pour l'extension donc d'une unité d'imprimerie. Et ce projet qui m'avait été rédigé par le cabinet SIFI, Circuit de financement de M. Grégoire Fayon. J'avoue que j'ai passé au moins 2 mois à payer à compte-gouttes le montant que je devrais, le montant de la facture qui s'élevait à 350 000, tantôt 10 000, tantôt 20 000, tantôt 50 000. Et je m'échinais, j'y croyais bizarrement, et pendant que autour de moi, personne n'y croyait. Parce qu'on m'a dit, bon, qui va te donner 28 millions sans une garantie? Puisque j'ai personne, je n'avais pas de garantie, je n'avais pas de parrain politique. Et ça, c'est ce qui est intéressant, parce que jusqu'à la fin du processus, je n'ai eu recours à personne avant que mon projet ne soit validé. Une fois déposé courant juin 2008, déjà en septembre, j'ai été appelé par CEPEP, et ce jour-là, c'était l'étonnement total. Et puis après, j'ai été rappelé au FNPEJ courant novembre de la même année. Et déjà, à partir de février 2009, j'ai reçu un premier acompte de 15 millions sur mon compte que j'ai ouvert à cet effet et qui m'a permis donc d'aller payer mon fournisseur pour les machines d'imprimerie que je devrais donc acheter. Donc voilà toute l'histoire du FNPEJ, et c'est à partir donc du second acompte que j'ai obtenu 2 mois après qui m'a permis de m'installer effectivement par 2009, d'avoir une petite unité d'imprimerie et qui continue de fonctionner jusqu'à ce jour. Donc voilà ma petite expérience en la matière, et honnêtement, je ne vis que de ça, et c'est ça qui m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis. C'est toute ma vie, je ne peux pas compter ma vie sans faire recours à ce magnifique projet qui malheureusement a connu assez de dysfonctionnements. Osons le dire, les dysfonctionnements étaient multiples. Et le premier, c'était d'abord la politisation après de cet outil de développement, de cet instrument qui devrait quand même booster l'employabilité de la jeunesse. C'est quand même dommage. Et il y avait aussi un problème de suivi qui n'existait pratiquement pas. La majeure partie des jeunes qui étaient bénéficiaires de ces fonds l'ont carrément détourné pour acheter des voitures, pour faire la vie avec. Ils sont nombreux à s'évader comme ça dans la nature sans pouvoir... Ne dites pas que vous avez pris la parole. Vous qui avez fait les sciences économiques
à l'université. Pourquoi avez-vous choisi l'imprimerie au lieu de notre secteur d'activité? Oui, l'imprimerie parce que par la force des choses, j'ai eu à trouver une location à côté de la maison de mon beau-frère, qui lui était imprimeur, M. Jules Jonas Amoussou. Et pendant mes heures creuses, j'étais fasciné de voir le papier rentrer à blanc dans la machine et sortir tout belle, et avec des couleurs magnifiques. Donc j'étais sidéré de voir comment la magie qui a permis à ces constructeurs-là de fabriquer ces machines et de transformer ces papiers en toutes sortes, ou en toute série d'objets ou de documents que nous utilisons au quotidien. Donc c'est ça surtout qui m'a inspiré. Et quand je voyais aussi le train de vie de ce beau-frère, je dis, mais si j'arrivais à avoir quelque chose comme lui, ça veut dire que j'aurais le même train de vie comme lui. Ça veut dire que je pourrais régler mon problème de chômage. C'est comme ça que quand j'ai suivi le documentaire du FNPEJ, mon idée première qui m'est arrivée, c'est de concevoir mon plan d'affaires sur la création qu'on appelle d'une unité d'imprimerie. Et mieux, le FNPEJ ne finançait pas l'installation. Voilà, c'est pourquoi s'il faut aller dans tous ces détails, vous allez trop pouffer de rire, mais dans tous les cas, je me suis arrangé quand même pour obtenir le crédit et les fonds n'ont pas été détournés, mais je suis parvenu quand même à réaliser le projet et ce projet-là vit encore aujourd'hui. J'ai des employés, voilà ce que je peux dire. Mais honorable député, en temps, votre nom a pu votre a été circulé longtemps sur les réseaux sociaux, sur certains médias, comme quelqu'un qui n'avait pas pu solder ce qu'il devait à cette institution. Est-ce que par la suite, vous avez honoré vos engagements contractuels vis-à-vis de cette institution? Oui, je crois que d'abord, il faut qu'on apporte une petite clarification. Ce n'était pas que nous étions incapables d'honorer cet engagement. Et ce n'était pas aussi que nous ne travaillions pas dans le temps pour avoir de quoi donc rembourser ce crédit. Mais j'avoue que telles que les choses se sont passées après, la politique s'en est mêlée et la plupart donc des bénéficiaires de ce projet ont confondu cet argent de contribuables béninois qu'on leur a mis à disposition à un bien privé ou politique qu'on peut allègrement donc consommer et s'en passer. Et ça agit sur beaucoup de personnes et le manque de suivi et de rigueur dans la gestion de ces fonds après les mises en place en ont été pour beaucoup. Et nous, c'est heureux que nous ayons pu investir les fonds et que c'est heureux qu'on puisse nous identifier. Mais par contre, il y a des milliers d'autres qui aujourd'hui se sont dilapidés dans la nature, qui sont introuvables. Et puis après, il y a eu beaucoup d'autres dysfonctionnements que aujourd'hui le régime actuel travaille donc à corriger. Et c'est ça qui explique que avec la gouvernance actuelle et les conditions pour avoir l'accès donc à ces crédits ont été suffisamment corsées et pour donc contraindre les jeunes qui vont bénéficier donc désormais de ces faveurs, de cet accompagnement à pouvoir donc honorer leurs engagements. En ce qui concerne donc ce qui est dû au FNPEJ, je crois bien que vous aviez dans le temps dénoncé à suffisance cet état de choses. Pendant ce temps, j'étais encore directeur général adjoint du Conseil national des chargeurs du Bénin. Et j'avoue, ça n'a pas été facile pour moi, mais vous m'avez quand même aidé, à pouvoir me surpasser et à commencer par payer à petits coups
cet argent jusqu'à épuisement total. Aujourd'hui, on ne doit plus, depuis 2017 ou 2018, on ne doit plus un seul franc au FNPEJ. Donc, et je crois que c'est l'heure de Dieu qui a sonné. La nature a voulu que ce soit en ce moment-là que je puisse le faire. Et j'avoue, je suis fier, très heureux, très content qu'aujourd'hui, on ne puisse plus en parler. On peut parfois faire des erreurs dans la vie, hein, c'est possible. C'est possible, mais à un moment donné, il faut quand même pouvoir faire demi-tour. Honorable député, c'est heureux de vous entendre dire que vous avez pu honorer à cet engagement. Quand on dit FNPEJ, honorable député, ça évoque un nom, ça évoque la politique d'un homme, à savoir le Dr Boni Yayi, ancien président de la République. Vous qui étiez à ses côtés, et d'ailleurs, sans vous mentir, je pourrais dire que vous étiez dans la politique en plein, vous avez des faveurs auprès de ce monsieur-là, élu conseiller en plus, donc vous étiez en plein dans sa politique. Mais lorsqu'il était question que l'actuel président, Patrice Talon, se positionne candidat, personne n'a compris par quelle alchimie, alors que personne n'y croyait, vous avez décidé de faire face à la difficulté qu'est à l'époque de soutenir Patrice Talon. Quel était votre gris-gris? Sur quoi vous basiez pour oser abandonner Boni Yayi qui était dans sa pleine forme pour choisir de venir avec Patrice Talon qui n'avait au départ aucune chance de devenir président? Ça, c'est une très belle question. Mais j'avoue que de 2011, où j'ai été suppléant sur la liste, une des listes de la mouvance, jusqu'en 2015, où j'ai été encore suppléant d'un député qui est élu 2 fois. Je parlais de l'honorable Essou Pascal, tout à fait actuel médiateur de la République. Je n'ai jamais rencontré le président Yayi. Il ne me connaissait pas. Je peux dire, la main sur le cœur, que, contrairement à ce que vous venez de dire, je n'ai reçu aucune faveur. Aucune faveur. J'étais parmi ceux-là qui travaillaient sur le terrain, qui s'essayaient à la politique, mais sans entrer dans les tréfonds même de cette politique-là. Et j'ai été suppléant de 2011 à 2015, élu encore en 2015 avec mon titulaire, élu à la même année conseiller communal, FCBE à Plahoué. Mais j'avoue que Yayi ne m'a jamais connu, si ce n'est pas à la veille des élections législatives de 2015, où il y a eu de petits soucis de positionnement qui nous a conduits vers lui. Et c'est ce jour qu'il m'a découvert, il m'a dit, mais tu étais où, tu existais et tout ça. Par rapport au choix du président Patrice Talon, je crois, dans la vie, le choix en toute chose est capital. Et je prie tous les jours, mon Dieu, de me permettre de faire toujours le choix approprié. Quand en toute chose, vous faites un mauvais choix, ça vous suit. Même votre épouse qui est sous votre toit, si vous choisissez mal, si vous tombez sur celle qui n'est pas appropriée, ça vous suit, ça détruit votre vie. C'est pareil dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Le choix est déterminant, est capital dans la vie. Et ce qui s'est passé en 2015, je ne peux pas dire que c'est de mon propre chef, mais c'est la providence. C'est Dieu qui a voulu que je sois comme ça, parce que Yayi Boni, le président Yayi Boni, que je respecte beaucoup, n'était plus candidat. Et nous avons le choix entre une kyrielle de candidatures. Et pendant ce temps, j'ai observé, j'ai regardé, j'ai analysé, j'ai écouté surtout l'opinion. Il y avait beaucoup de choses qui étaient reprochées à ce régime dans le temps. Honnêtement, je ne sais pas comment est-ce que c'est arrivé, mais finalement, j'ai choisi le président Talon et j'ai fait ma déclaration avec
4 conseillers communaux. Vous avez sans doute des affinités avec ce leader. Lequel? Talon, Patrice. Oh, je ne l'ai jamais vu, je l'ai jamais vu. Celui qui m'a parlé en premier du président Talon, c'est mon frère ami et Odvat Romeki. C'est grâce à lui, c'est lui qui a été comme un précurseur à mon choix porté donc sur la personne du président Patrice Talon. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu, jusqu'au jeudi 24 octobre 2015, où nous avions fait notre déclaration de soutien à Azové. Et tout ce qui s'est passé de 2015 à maintenant a été possible rien que par ce choix. Et ça ne vient pas de moi, je crois que c'est la providence. Vous avez été un des premiers en 2016, aujourd'hui toujours un des premiers en 2021. Et quel est votre sentiment aujourd'hui de revoir la même personne reconduite dans ses fonctions pour une investiture qui se passera, je crois bien, sous peu, dans 3 jours? Quel est votre sentiment? Ouais, c'est des sentiments de joie et de fierté. De fierté d'abord d'avoir fait ce choix, d'avoir servi donc aux côtés de cette gouvernance, de ce mode de gouvernance qui est à l'antipode carrément de tout ce qu'on a observé depuis plusieurs décennies. C'est un sentiment de fierté et de joie qui m'anime de le voir revenir encore président de la République. Et ce n'était pas gagné d'avance, vu tout ce que nous avons eu comme difficulté sur le terrain. Et moi, aujourd'hui, les épreuves ont été multiples parce que quand vous décidez de réformer, quand vous décidez de changer les habitudes, je crois que même les réformes les plus souhaitables rencontrent toujours de la résistance. Et c'est ce qu'on a eu durant les 5 années. Et les épreuves ont été successives et aujourd'hui, pratiquement, l'horizon s'éclaircit pour que le Bénin puisse continuer donc à rouler sur ce chemin de développement qui, pour moi, doit être irréversible. Ancien étudiant en sciences économiques, réussite en affaires, bientôt un prochain gouvernement. Rêvez-vous de faire partie de cette équipe? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez pourquoi? Pas du tout. Vous savez, je ne vais pas vous le cacher, le président a été clair. Il veut avancer. Le président de la République est dans la logique d'une continuité avec des personnalités qui ont fait leur preuve auprès de lui. Et aujourd'hui, vous savez, quand vous avez des collaborateurs qui sont assez compétents, qui épousent vos idées, qui vous donnent de la satisfaction en toutes choses. Je ne dis pas que tout est parfait, mais c'est difficile quand même de se séparer d'un bon collaborateur. C'est difficile de s'éloigner de quelqu'un sur qui vous pouvez compter à tout moment. Et aujourd'hui, le président de la République est dans l'optique de la continuité et je ne suis pas sûr qu'il y aura un remaniement assez profond. Tout est aussi question donc, de la configuration et des différents portefeuilles ministériels. Et il y a quand même un certain nombre de partis qui ont soutenu le président. Il y aura certainement des ajustements, mais quant à moi, je préfère continuer donc, à accompagner l'exécutif tout en étant parlementaire, faire mon expérience parlementaire, quitte à voir si ce que vous venez de dire peut venir plus tard. Justement, vous venez de confirmer votre expérience parlementaire qui vous tient à cœur, mais pour cette jeunesse qui se plaint, quelles sont les mesures qui sont prises au niveau de ce Parlement-là? Vous d'abord, en tant que jeune député, pour soulager tant soit peu leurs inquiétudes et leurs craintes. Oui, je pense que quand on fait une analyse approfondie de
de tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de réforme et de développement durable, la jeunesse est entièrement prise en compte. On n'a pas besoin d'écrire jeunesse, jeunesse, jeunesse sur tout ce qui se fait, mais si vous prenez chaque secteur vital de notre pays, c'est la jeunesse qui est d'abord prise en compte. Ça ne se perçoit pas, ça ne s'observe pas. Justement, on peut percevoir ça en fait. Ben, écoutez, ouais, quand on prend par exemple l'Agence de développement de l'emploi des jeunes, l'ADEJ, qui a remplacé le FNPEJ, je crois que c'est des opportunités que la jeunesse devra saisir. Mieux, nous avons une jeunesse aussi assez attentiste. La jeunesse ne doit pas attendre. La jeunesse ne doit pas attendre l'emploi pour lequel il a étudié. C'est important et c'est capital. Je dis, la jeunesse ne doit pas attendre l'emploi pour lequel il a étudié. Autrement, tu risques de vieillir, tu risques d'attendre indéfiniment. Deuxième chose, le jeune ne doit pas attendre forcément un parrain politique. Et moi, en tant que député, il y a des milliers de jeunes qui m'ont soutenu. Mais depuis 5 ans à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pu faire pour les uns et les autres? Si j'ai pu trouver peut-être de quoi travailler un temps soit peu à certains, mais la majorité reste sur le carreau. Mais ils vont attendre jusqu'à quand? Et c'est là que je dis qu'aucun politicien ne peut donner du travail à toute la jeunesse. Mieux, l'État même qui est là n'y parvient pas. Le président Talon a pu créer combien d'emplois en 5 ans? Même si on peut les compter, ceux qui restent et qui attendent un emploi décent sont incomptables. Donc, c'est grave que le jeune puisse finir ses études et qu'il attende et qu'il croise les bras et qu'il ne fasse rien, qu'il ne fasse pas d'effort, qu'il ne réfléchisse pas, qu'il ne se surpasse pas pour aller chercher de quoi quand même satisfaire ses petits besoins. Et les petits besoins ne sont pas 5. Comme on nous a appris à l'école, les besoins fondamentaux, ce n'est pas 5. Les besoins fondamentaux sont 2, se nourrir, se soigner. Les 3 autres sont aléatoires. Et si tu es jeune ou une personne humaine et tu ne parviens pas à te nourrir, à te soigner, c'est déjà grave. Moi, je voudrais lancer un appel aux jeunes de pouvoir anticiper, de faire n'importe quoi, de se lancer dans n'importe quoi, de prendre le risque. La jeunesse aujourd'hui n'aime plus prendre le risque. Il faut prendre le risque. Quand tu ne fais pas, tu ne peux pas savoir si cela marcherait ou pas. Il faut d'abord essayer. Et si ça ne marche pas, sois prêt encore à recommencer. Recommence encore autant de fois qu'il faut pour qu'un jour, ça puisse prospérer. Donc, nous, au niveau du Parlement aujourd'hui, nous ne pouvons que inciter la jeunesse, travailler et réfléchir pour voir si nous pouvons améliorer au niveau donc, des différentes lois les dispositions qui puissent permettre à la jeunesse d'aller à l'emploi, des dispositions qui puissent permettre à la jeunesse de trouver des opportunités. Il y a par exemple la loi sur l'embauche qui est querellée depuis 2017. Ouais. C'est possible. C'est possible pour nous d'aller faire une relecture de cette loi. Mais l'idée principale qui a permis aux législateurs de voter cette loi est mal comprise parce que nous-mêmes, nous ne communiquons pas assez. Quand on t'emploie et tu te comportes bien avec ton employeur, il n'y a pas de question qu'on te licencie. Oui, alors député, je voudrais directement vous poser une question pour qu'on aille vite. Et le président Talon a été réélu sur la base d'un bilan.
lequel bilan n'a pu être élogieux sans un Parlement décidé à l'Océanie. Lequel Parlement, certaines personnes traitent de Parlement de députés Godillot. Êtes-vous fier d'être appelé parfois par certains de député Godillot, qui a quand même permis au président Talon de sortir de terre ce bilan qui plus est élogieux? Oui, ben, on nous appelle Godillot, on va faire quoi? Moi-même, je m'appelle Godillot. Oui, ça me plaît souvent de dire, ben, écoute, les Godillots ont fait, les Godillots ont dit, les députés de sang ont dit, mais puisque les gens ont décidé de nous appeler comme ça, tu ne peux pas dire non. Mais tout ça, ça va passer. Et nous sommes déjà presque au bout du tunnel. Les réformes ont été éprouvées une fois en 2019, une deuxième fois en 2020 et une troisième fois en 2021. Mais aujourd'hui, l'échéance qui est en vue, ce sont les législatives de 2023. Et au moins plus d'une dizaine de partis politiques aujourd'hui se sont déjà conformés aux nouvelles réformes. Donc il n'y a plus question qu'en 2023, que des partis politiques régulièrement constitués ne puissent pas aller aux élections. Et pendant ce temps, ils verront le bien fondé, le travail légistique que cette législature traitée de Godillot a fait. Et mieux, il y a comme une alchimie entre l'exécutif et le Parlement. Tout ça a permis donc au président Talon de faire évoluer ces réformes, d'évoluer dans sa volonté de réformer l'administration, de nous aider à nous changer nous-mêmes. En 5 ans, le Béninois a changé. En 5 ans, le Bénin a changé. En 5 ans, nous avons les agrégats macroéconomiques qui sont assez significatifs. Et ça ne peut pas être possible sans un Parlement qui accompagne. Et mieux, le Parlement ne peut pas être toujours considéré comme une institution de contre-pouvoir qui doit forcément toujours aller contre les bonnes décisions du gouvernement. Si c'est bon, on passe. Il y a des lois qui viennent dans des assemblées et sortent votées à 100%, quand bien même il y a une opposition, quand bien même il y a la mouvance. Et dans les principes de base de la démocratie, on n'a jamais parlé d'une assemblée monocolore. On parle toujours d'une minorité et d'une majorité. Et dans notre Parlement, il y a une minorité, il y a une majorité. Donc je pense que cette page un peu sombre tend déjà vers la fin. Vivement 2023 pour que nous puissions voir beaucoup d'autres partis politiques aller aux élections. Mais attention, qu'on ne nous amène pas à revenir ou à nous dire que le parti, l'Assemblée, la configuration politique de l'Assemblée en 2023 est constituée de rien que des partis soutenant l'action du chef de l'État. Parce qu'il y a, par respect du code électoral et tout ça, les 10% qu'il faut avoir au plan national, il faut que les gens, pour une fois, laissent les égaux, qu'ils se mettent ensemble pour constituer de grands partis politiques. Et ça, c'est important. Il y a ce danger-là qui nous guette. Et moi, je lance un appel déjà à tous ces partis. Au lieu de s'émietter, ils peuvent se reconstituer, ils peuvent se fondre pour pouvoir constituer de grands partis assez représentatifs pour donc affronter les échéances qui arrivent. 2 grands partis soutiennent aujourd'hui le chef de l'État, à savoir le BR de Abdoulaye Tchane, l'UP de Bruno Amosou. Chose curieuse, vous vous affrontez sur le terrain comme des rivaux armés. Qu'est-ce qui explique cette guérilla entre 2 partis se réclamant de même homme? C'est une perspective peut-être de 2026. Ça va être plus dur apparemment. Non, mais pas seulement 2026, mais au-delà de 2026. Vous savez, 2023, 2026 et au-delà, un parti politique naît, anime la vie politique et conquiert le pouvoir d'État, le pouvoir exécutif et les ex. Ouais. Donc, si le BR est dans cette logique, si l'UP est dans cette logique, si tous les autres partis
sont dans cette logique, c'est normal que chacun puisse tirer le drap de son côté. C'est normal que je puisse chercher à avoir plus d'élus que l'autre. L'enjeu, c'est 2023. Comment contrôler le Parlement à partir de 2023? L'enjeu, c'est 2026. Comment est-ce que l'UP, à lui seul, peut générer désormais le président de la République, ce qui ne s'est jamais produit dans notre pays. Donc, l'idée, c'est qu'à partir de ces réformes-là, qu'un seul parti politique puisse générer, dans les années à venir, un président de la République. Ouais. Et c'est à cette course que nous nous lançons tous. Et c'est ça qui explique la guerre dont tu parles, les velléités sur le terrain et tout ça. Mais je pense que les troncs communs sont en train d'aller déjà vers la fin. Chacun va rentrer dans la spécialité. Et puis bon. Le moins, s'il vous plaît, parce que la population se pose cette question-là. Le chef de l'État, qui a toujours voulu que le président de la République soit issu d'un parti politique, qui appartient à quel parti, entre l'UP et le PS? Ah mais ça, il faut aller poser la question. Ça, il faut... Parce que chaque fois, il honore son devoir citoyen. Tout à fait. On se demande, mais est-ce qu'il a voté? Le vote est secret. Il a voté pour qui? Le vote est secret. Moi, je saurais le dire. Et dans tous les cas, personne ne le saura, sauf lui, son entourage et son Dieu. Moi, je ne peux pas savoir. Comme quoi, Patrice Talon était un polygame heureux. Justement, ça se constate, oui. Non, on peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça parce que la politique aussi, c'est un art. Oui, la politique aussi, c'est un art. C'est une stratégie qu'il a adoptée, qui lui marche. On ne peut pas dire non. Mais oui, on ne peut pas dire non. Donc, l'UP est de la mouvance, le B est de la mouvance, nous le soutenons. Il a la majorité, incident clos, qu'est-ce qu'on veut? Quand on dit que ça lui marche, ce n'est pas le son de cloche qu'on entend du côté des démocrates qui comptent aujourd'hui assez de leaders en prison. Dans le même temps, ils demandent qu'il y ait des assises pour une accalmie de la situation politique. Et de quel côté poussez-vous par rapport à cette requête de l'opposition due d'aller à des assises pour qu'il y ait la paix, alors que le processus est tel que la République veut régler ses comptes avec les personnes qui l'ont attaqué durant les périodes électorales passées. En tenant compte aussi de vos statuts. Bon, d'abord, on ne peut pas parler de règlement de compte. Quand vous posez un acte, vous devez être en mesure quand même de l'assumer. Deuxième chose, quand on parle des assises, il ne faut pas confondre les périodes. En 89, ce qui s'est passé, nous savons. Mais en 2016, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu arrêt des institutions. Toutes les institutions de la République fonctionnent. Mais pourquoi parle-t-on d'assises? C'est pour remettre en cause l'ordre constitutionnel établi. Pour quelle cause il fallait faire des assises nationales? Moi, je trouve que la question ne mérite pas d'être abordée dans ce sens. Certes, on a besoin de nous asseoir, on a besoin de dialogue, mais pas d'une assise nationale telle que souhaitée donc par l'opposition. Ceux qui ont été interpellés, arrêtés et tout ça, bon, c'est dommage qu'on en arrive là. C'est dommage vraiment qu'on en arrive là. Et moi, je voudrais donc demander à la justice de faire son travail. Je ne voudrais pas trop opiner sur ça, mais l'essentiel et ce qui est important pour l'avenir, il fallait que nous créions quand même un créneau pour dialoguer, pour que la consolidation de l'unité nationale puisse être davantage renforcée. Mais nonobstant cela, on ne peut pas donc laisser aussi impunis des actes qui ont tendance à porter donc entorse au bon fonctionnement de la République. Non, force doit rester à la loi et je pense que la justice aura fait la part des choses. S'il y a des gens qui n'ont rien à voir dans cette affaire, je crois bien qu'ils seront libérés, sinon que personne n'a le plaisir de voir
son frère en prison. On a le plaisir de voir son frère en prison. Justement, les lois que vous avez votées à l'Assemblée nationale, et dont les Congolais sont vus quand même à travers tout ça, dites-nous, au sein de cette loi aussi, il y a la vice-présidence que vous avez instituée à travers la nouvelle constitution. Aujourd'hui, on apprend que la vice-présidente n'aura pas prêté serment au même titre que le chef de l'État. Ne donne pas. Bon, cette affaire a fait assez de polémique. Je pense qu'elle n'est pas élue présidente de la République. Et au vu de la loi, elle est élue vice-présidente de la République. Et si tu veux qu'elle prête serment, il faut attendre qu'il y ait vacance de pouvoir, ou qu'il y ait démission, ou tous les dispositifs en la matière puissent être respectés pour qu'elle monte l'escalier, qu'elle fasse un pas en plus pour devenir président de la République. Et pendant ce temps, l'escalier, qu'elle fasse un pas en plus. Non, ce n'est pas un souhait. Puisque vous voulez qu'elle prête serment, non. Les dispositions de la loi ne permettent pas à la vice-présidente de prêter serment au même titre que le président de la République. Seul le président de la République prête serment. La vice-présidente, elle est là tout simplement en cas de vacance du pouvoir. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette question-là. Question d'actualité. Le Bénin participe actuellement au sommet de Paris sur la relance de l'économie africaine suite à la crise du Covid-19. Une participation quand même très appréciée du Bénin. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Tout à fait, et j'en suis vraiment fier d'appartenir à cette législature. Et d'abord, moi je voudrais féliciter mon pays, la gouvernance économique et financière actuelle de mon pays, la politique générale de la gestion efficiente de la dette. Ouais. S'il y a eu toutes ces notations qui élèvent notre pays sur le plan économique et financier aujourd'hui, c'est d'abord grâce aux réformes qui ont permis à notre pays d'avoir une forte capacité à mobiliser d'abord les ressources internes. Ça, c'est capital. Et mieux, les efforts qui sont faits aujourd'hui dans le sens de finir avec la corruption. Voilà les deux choses qui permettent aujourd'hui à notre pays de rester crédible sur le marché financier dans la sous-région et à l'international. Dès lors que le Bénin honore ses engagements vis-à-vis de ses partenaires financiers, il n'y a pas de quoi qu'on ne puisse pas être présent sur le marché et qu'on revienne avec la poche pleine. Et vous voyez, toutes les émissions qui sont faites depuis ont été couronnées donc de succès. C'est parce que le Bénin d'abord est crédible. Le Bénin respecte ses engagements vis-à-vis de ses partenaires financiers. Et mieux, si vous prêtez de l'argent, et la croissance qui devrait vous apporter de la valeur ajoutée, donc de la richesse, baisse, alors là, vous mettez en mal votre économie. Et ce qu'on constate pour le Bénin, c'est que nous allons sur le marché financier et nous sommes allés même à faire des prêts pour des durées de plus de 15 ans, 30 ans, ce qu'on n'a jamais fait. Nous avons aussi réussi avec succès l'eurobond. Donc, c'est parce que le gouvernement actuel travaille à honorer ses engagements, travaille à augmenter le PIB, donc la richesse, travaille donc à ce que les indicateurs macroéconomiques puissent être assez significatifs. Et là, les partenaires financiers font confiance et on peut aller sur le marché financier à tout moment pour les projets de développement. Et mieux, les prêts qui sont obtenus aujourd'hui sont destinés à des projets qui, eux aussi, donc, créent de l'emploi, créent de la richesse. Et c'est ça qui permet aujourd'hui à la dette béninoise d'être soutenable partout. Et moi, je profite pour féliciter notre ministre des Finances qui fait un travail extraordinaire dans ce sens-là. Donc, pour le sommet de Paris, il y a eu des polémiques autour. Le Bénin a été présent par le biais de son ministre des Finances et il a même développé donc, cette
l'option de ne pas voir les dettes des pays africains être annulées. Et c'est normal. Quand vous allez sur le marché financier, on vous passe de l'argent et que le partenaire, à un moment donné, est obligé d'annuler votre dette, mais si vous retournez sur le marché financier, ce n'est pas évident. Et pendant ce temps, votre dette ne serait plus soutenable. Donc, nous sommes dans une logique, dans cette dynamique qui puisse nous permettre de nous développer, pas nous surendetter, mais au fur et à mesure que nous endettons, nous créons au fur et à mesure de la richesse, nous faisons de la sorte que la croissance économique augmente et donc il n'y a pas de quoi. Honorable député, nous sommes vers la fin de cette émission. Et pour revenir, votre champion et vous nous avez promis le package, le développement, ça y est. Donc, dans 3 jours, à savoir le 23 prochain, sera lancé. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler ce que vous nous avez dans ce gros sandwich? Parce que les Béninois ont faim, vous nous avez dit, le développement, ça y est. Ça, c'est la vérité. Non, mais le président même l'a déjà dit pendant sa tournée, on ne va pas que manger la route. Donc, le gombo va arriver, un bon sandwich. Il aime bien le gombo. Le gombo va arriver, ouais, un sandwich bien dodu pour Takou et pour tout le monde, pour tous les Béninois d'ailleurs. Voilà. Pour Takou et pour tout le monde, pour tous les Béninois d'ailleurs. Très bien, honorable, ainsi s'achève notre émission. Mais avant, est-ce que vous avez un appel à lancer, surtout à la jeunesse, qui aujourd'hui doit attendre beaucoup plus? Oui, à la jeunesse, je dirais que de retenir ceci. Aucun employé n'a jamais été riche. Aucun employé n'a jamais été riche. Seul l'employeur est riche. Je les exhorte à embrasser, à aller beaucoup plus à l'entrepreneuriat. Deuxième chose, les opérateurs économiques les plus riches de chez moi, du Koufo, excusez-moi qu'ils m'en excusent, il y en a qui nous ont quittés malheureusement en laissant des milliards derrière eux. Ils n'ont peut-être pas les masters, les doctorats, CEP, ils n'ont rien. Donc c'est pour dire que la réussite ne réside pas forcément dans le niveau d'études, non. Et pour finir, je vais dire merci à vous de m'avoir accordé cette émission et dire aux Béninois, toutes catégories confondues, que le président Talon n'est pas un politicien. Oui, ça peut paraître bizarre, mais il n'est pas un politicien. Le politicien pense à la prochaine élection, mais le président Talon pense à la prochaine génération. C'est sur ces mots que je vais vous remercier encore une fois pour votre passage. Merci. Merci d'avoir conduit cet entretien. C'est pour moi un honneur. Merci beaucoup. Eh bien, l'avenir est donc dans l'entrepreneuriat. Et les mécanismes existent désormais pour accompagner véritablement ces jeunes qui désirent véritablement sortir de l'ordinaire. Une fois encore, on doit retenir que la pauvreté n'est pas une fatalité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro d'Afrique d'Afrique.